Roy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Ravi d'être là. Je suis là pour venir noter les pièces artistiques. Ok, donc c'est votre nouvelle corde à votre arc après avoir été pâtissier, formateur. Maintenant, vous êtes également juré. Exactement, ça fait partie un peu de ce chemin de transmission. En fait, on les a fait, les concours, et puis maintenant, il faut continuer de les faire vivre et encourager les plus jeunes à y participer et du coup à les noter. Vous démarrez le métier pas du tout en France, à Montréal, c'est ça? Alors oui, c'est à Montréal que j'ai découvert l'envie d'être pâtissier en fait. J'ai commencé mon apprentissage en France, mais en fait, initialement, j'étais sur un parcours scolaire classique, collège, lycée, filière générale. Et en partant en vacances chez mon oncle, le frère de mon papa, qui est installé pâtissier au nord de Montréal. Ouais. Donc je suis allé passer mes vacances à 16 ans, tranquillement, pendant 2 mois, passer l'été pour visiter le Canada. Et forcément, j'ai du coup vécu chez mon oncle, donc pâtissier artisan avec l'appartement au-dessus de la boutique. Donc, les pâtisseries françaises du coup à l'époque? Pâtisserie française, ouais, okay. Tout à fait. Donc qu'est-ce que vous découvrez en premier? Quels sont les premiers gâteaux, les premières émotions? Les premières émotions, c'est déjà les odeurs. Tu descends, tu sors de l'appartement, tu descends directement dans le labo et tu as toutes ces odeurs de cuisson, de viennoiserie, de biscuiterie, etc. qui sont hyper alléchantes. Et puis moi, ce qui m'a plu et séduit vraiment très rapidement, c'est le côté très artistique que peut avoir notre métier. Okay. En fait, de voir le visuel qu'on peut apporter au gâteau et finalement tu sais, le côté qui peut faire rêver un petit peu quand tu es dans un mariage. Tu te rappelles pas forcément de l'entrée que tu as mangé ou du plat, mais tu te rappelles toujours du dessert et de la pièce montée. Évidemment. Et donc du coup vous avez décidé de monter votre carrière à votre tour. Ça a démarré comme ça, ouais. Ça a démarré comme ça. Et brevet technique, c'est ça? Ouais. Brevet technique et puis après d'ailleurs vous apprenez auprès des plus grands. Et puis quand on parle de formation, généralement on sait que quelle est l'importance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vous avez travaillé notamment avec un meilleur ouvrier de France, Stéphane Glacier. Tout à fait. Qui vous a appris pas mal de choses, non? Tout à fait. En fait, j'ai fait un parcours classique au lycée hôtelier. Et puis j'ai eu la chance, quand j'étais au lycée hôtelier, d'avoir un de mes formateurs, un de mes profs qui m'a vraiment bien poussé, vraiment bien motivé. Et j'ai participé, c'était dans mon année de mention complémentaire en chocolaterie, j'ai participé à mon premier concours, qui était le concours du meilleur apprenti de France. Et c'est au moment de cette finale que j'ai rencontré Stéphane Glacier, qui m'a rappelé quelques mois après. Parce qu'il remontait une équipe pour une boutique et où je l'ai rejoint à ce moment-là. C'était encore pour mon apprentissage, c'était pour mon BTM. Donc, effectivement, on parlait de concours, mais les concours sont très importants pour vous. Et puis surtout permettent aussi d'acquérir une certaine rigueur. En fait, c'est comme ça aussi qu'on. Bien sûr, en fait, je trouve que l'intérêt des concours, c'est surtout que ça te donne une échéance en fait. Ouais. Donc ça te fait découvrir plein de choses que tu fais pas dans ton travail au quotidien, même si tu fais un apprentissage dans des belles maisons, même si tu fais une très belle école, les concours te font forcément voir autre chose et t'apprennent en fait une rigueur et un dépassement de soi et surtout la philosophie de se dire qu'on peut tous faire mieux tous les jours. Donc le fait d'avoir l'échéance du concours, ça te motive à travailler encore plus, comme évidemment. Si tu fais une compétition sportive. C'est comme si tu te mets à courir, tu vas courir une fois par semaine pour t'entretenir un peu, puis le jour où tu veux t'inscrire à une course, tu vas courir 3 fois par semaine. Donc le concours dans nos métiers, c'est exactement la même chose, ça te motive à travailler encore plus. Combien de concours à peu près à votre actif, Étienne? Une dizaine. Une bonne dizaine. Une dizaine, ouais. Avec des finales. Si tu veux, le dernier, moi le concours auquel j'ai participé, que j'ai remporté, qui était mon dernier, c'était la Coupe du Monde de pâtisserie. C'est pas des concours que tu t'y inscris pas comme ça en te disant tiens demain j'ai envie de participer à la Coupe du Monde. C'est le projet de plusieurs années. Voilà, t'en fais plein d'autres avant et ça te prépare en fait à ces gros concours là. Ce qu'on sait en cuisine, on sait que l'organisation relève de la brigade. En revanche, on sait moins qu'en pâtisserie également, on peut parler de brigade. Bien sûr. Et vous avez commencé aussi en brigade avec Emmanuel Rion. Bien sûr. Toise de chocolat. Tout à fait. En fait, en pâtisserie, on parle plus. Le terme brigade, c'est vrai que c'est très axé cuisine. Et en pâtisserie, on est plus sur une notion, c'est exactement la même chose, mais tu vas parler d'une équipe dans un labo et où tu vas avoir des postes. De même qu'en cuisine, tu vas avoir le poste chaud, le poste froid, les entrées. En pâtisserie, tu vas avoir le four, tu vas avoir le tour, tu vas avoir la finition des petits gâteaux. Donc c'est très sectorisé. En fait, c'est quand tu fais tous ces postes-là, les uns après les autres, qu'en fait, tu arrives à essayer. L'objectif premier, c'est d'être le plus complet possible. Ce qui est chouette, parce que finalement, on peut aussi conseiller aux futurs pâtissiers de s'insérer dans une spécialité en particulier, parce que finalement on peut faire presque que du chocolat dans une brigade, dans une équipe. Bien sûr. Après c'est à l'affinité de chacun. Souvent tu vas chercher à bouger si tu veux progresser justement, et dans une même boutique, dans un même labo, tu vas pouvoir voir plein de facettes du métier. Et apprendre encore plus.
Et apprendre encore plus, ouais. Et apprendre, ça compte pour vous parce que plus qu'apprendre, vous avez à cœur de transmettre. Bien sûr. Vous avez également basculé du côté formation. Tout à fait. En devenant chef formateur, c'est ça? Alors j'étais pendant 4 ans consultant et je faisais uniquement de la formation et du conseil dans différentes écoles. Et c'est inévitable en fait de transmettre et de former, puisque aujourd'hui quand tu te retrouves à un poste de chef dans un labo, t'as besoin des autres, tu peux pas tout faire tout seul. Évidemment. Donc en fait, si toi tu sais faire des choses, c'est bien, mais si les autres arrivent à le faire, c'est encore mieux, parce que tu peux pas être partout en même temps. Et c'est important de pouvoir former au maximum les équipes, justement pour upgrader un peu tout le monde. Et en fait, si toi tu veux faire mieux, faut que les autres fassent mieux aussi. Vous avez 33 ans, on ne forme... 34 maintenant, 34. Je vieillis vite. Hein. Mes infos ne sont pas bonnes, 34 ans. On ne forme plus pareil qu'avant. La formation a bien changé. Ouais. Et pour cause, on s'est posé des questions aussi, et une vraie remise en cause aussi de la restauration en général. Bien sûr. Je pense qu'avant, on était sur des méthodes de formation un peu à la dure, on a tous grandi un peu comme ça. Ouais. C'était des métiers qui l'étaient, et qui le sont, c'est vrai, toujours parfois. Mais c'est pas finalement, on s'est rendu compte que c'était pas forcément la meilleure méthode pour former les gens. On a des métiers suffisamment durs déjà de par les amplitudes de travail d'horaire qu'on peut avoir, et par voilà, un pâtissier ça commence tôt, si c'est en pâtisserie de boutique ça finit tard voire très tard si c'est en pâtissier de restauration. Je pense que c'est suffisamment de contraintes. On a toujours ces pressions de timing hein, quand on a un client qui est assis à table, quand il doit être servi, il doit être servi. Voilà, donc quels que soient les aléas qui peuvent nous arriver nous un peu en backstage. Et ces pressions-là, elles sont bien suffisantes pour que maintenant on doit réussir à avoir de la rigueur, c'est vrai, beaucoup de rigueur. C'est ça qui est important quand on va être dans des maisons de qualité et produire un service de qualité, mais ça peut se faire dans la bonne humeur. On vous sent justement animé par la rigueur, et il en fallait de la rigueur pour devenir le nouveau chef pâtissier de la maison Le Nôtre, c'est ça? Tout à fait. Félicitations. Merci. Une consécration quelque part aussi, parce qu'une maison aussi lourde d'histoire mérite forcément une ambition à la hauteur, et bien forcément sûr. C'est votre ambition aujourd'hui qui est... Exactement, moi j'ai rejoint la maison parce qu'il y a un vrai projet de renouveau aussi pour la maison. C'est une maison qui est forgée d'histoire, hein, ne serait-ce que le nom suffit à lui-même. Et aujourd'hui, moi j'ai toujours eu à cœur de faire partie de ces professionnels artisans qui mettent en avant le savoir-faire manuel. Et c'est pour moi tout ce que représente aussi cette maison, hein. C'est toute l'histoire qu'a laissé Gaston Le Nôtre à cette maison, et pas que, hein, parce que ça transpire en fait sur tout le monde de la pâtisserie. Et m'inscrire aujourd'hui dans cette lignée, c'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. C'est un gros challenge parce qu'on sait le chemin qu'il y a à faire. Et ça passe justement par toute cette transmission-là, puisque nouveau chef, nouvelles habitudes de travail, nouvelles ambitions, nouvelles idées. Et justement, il faut transmettre ça à tout le monde. On est, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de brigade. Il faut savoir que chez Le Nôtre, on a 150 pâtissiers hein, sur différents pôles, hein, parce que y a des pâtissiers dans tous les magasins. On a 10 boutiques parisiennes avec 10 labos différents. Donc cette transmission, elle est d'autant plus difficile quand on n'a pas ce noyau d'équipe toujours autour de soi. Quand on a tout le monde toujours autour, c'est facile de faire passer un message, de faire passer une vision. Bien sûr. Et quand on n'est pas toujours au quotidien avec tout le monde, c'est pas évident. Et c'est là où ça passe par les relais, où en fait on a des chefs de poste. Et c'est à moi d'être pédagogue avec les chefs de poste pour que les chefs de poste retransmettent en fait toute cette pédagogie et toute cette vision en fait qu'on veut avoir. Je suppose que quand on arrive chez Le Nôtre, on a un petit peu tiraillé quand même entre cette histoire et ce passé, et également la volonté un peu de renouveler les choses, de créer de nouvelles choses. À quel moment justement on arrive à faire sa place avec toute cette histoire qui vous précède? Je pense qu'on peut facilement trouver un entre-deux, une passerelle en fait entre la nouvelle pâtisserie et la pâtisserie traditionnelle. Parce qu'en fin de compte, on a toujours l'impression de tout réinventer. En fait, on n'invente rien parce que finalement, nos aînés, ils ont déjà tout fait. Alors on va modifier les recettes, on va changer, on va travailler avec une vision un peu plus actuelle. On parle de désucrer, on parle de dégraisser, c'est vrai. Mais en fait, le feuilletage, on l'a pas inventé d'hier, la pâte à choux, on l'a pas inventé d'hier. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit qui ressort de cette pâtisserie, on va dire tendance et nouvelle, ça a déjà été fait. C'est juste une réinterprétation en fait des choses. Donc le pont en fait entre 2022 et 1960, il est assez facile à faire. Bien sûr. Vous avez à cœur de transmettre, mais vous ne transmettez pas qu'à vos élèves directement, ni qu'à vos pâtissiers. Vous transmettez également sur les réseaux sociaux. Vous avez pas mal d'abonnés et surtout, vous avez à cœur tous les jours de... Ouais, je suis pas le meilleur là-dessus. Hein. Ouais, mais vous ouvrez quand même les portes. Vous ouvrez les portes et surtout, ça vous tient à cœur d'ouvrir les portes de votre labo, de votre savoir-faire et de vos recettes. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de...
C'est vraiment fini cette cloisonnement. histoire, voilà, ce cloisonnement où on disait qu'il fallait cacher les recettes. Aujourd'hui, une recette, il n'y a pas de secret en fait. C'est pas la recette qui compte. Je peux donner toutes les recettes à n'importe qui. Le résultat passe pas forcément par les ingrédients. C'est le process, c'est la façon dont on va les mettre en œuvre. Et c'est Bien ça sûr. qu'il faut transmettre. Alors ça, on peut pas le transmettre sur une vidéo, on peut pas le transmettre sur une photo. C'est pour ça que c'était très dur avec le Covid. J'ai fait des formations en vidéo, mais en visio à l'autre bout du monde, mais tu transmets pas tu transmets rien parce qu'il faut goûter les choses, il faut sentir les choses. Mais finalement, ça revient à votre premier amour pour la pâtisserie, c'est-à-dire que le visuel quand même prime sur tout, c'est-à-dire que tout commence par un regard déjà. Alors tout commence par le regard, mais dans nos métiers, ce qui prime, c'est quand même vraiment la dégustation et c'est quand même le goût. Bien sûr. L'achat va être par le visuel au départ, mais le client va revenir une deuxième fois s'il a bien mangé. Effectivement, s'il a bien mangé. S'il a bien mangé avec des bonnes pâtisseries faites à partir de bons produits. Il y a Bien aussi un petit questionnement autour des produits, du sourcing notamment. On parle beaucoup de sourcing. Tout à fait. Vous avez ces questionnements-là et puis une maison comme le nôtre doit quand Bien même sûr, de montrer l'exemple. on l'a forcément. De toute façon, tu peux pas faire un bon produit, une bonne pâtisserie, un bon plat si tu pars pas de bonnes matières premières au Ouais, bien départ. sûr. Et en fait, c'est aussi intéressant pour nous. On le faisait pas forcément avant. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris justement avec un passage en restauration, Ouais. d'aller plus au contact d'un fournisseur, d'aller vraiment voir le produit là où il est. Et aujourd'hui, c'est vraiment, enfin déjà c'est super sympa parce que tu rencontres les producteurs et tu t'ouvres un peu à autre chose. Hein, sinon, tu restes que entre pâtissiers, entre cuisiniers. Et découvrir d'autres environnements, c'est hyper sympa aussi. Et puis quand tu t'intéresses vraiment à la source du produit, tu le défends encore plus dans tes pâtisseries. Ouais, j'ai une anecdote ou un souvenir quand j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le sud de la France, hein, Ouais. à Antibes. Et on avait une petite mamie qui nous faisait les fraises des bois. Et quand t'es au labo, t'as les jeunes qui font pas attention, t'en picore une, il y en a une qui est pas, tu l'as fait tomber par terre, tu te dis bon c'est pas très grave. Mhm. Et puis quand tu vas la voir, la petite mamie qui se casse le dos tous les jours à les cueillir une par une, ces fraises des bois, tout d'un coup le produit t'as pas le même respect pour Bien sûr. t'as pas le même respect pour lui. Et donc c'est hyper important pour nous de sortir et voir ces gens, voir ces producteurs et surtout ça fait partie de la transmission de les emmener justement à la source. Alors on n'est pas dans la saison de la fraise des bois, mais en hiver, la maison Le Nôtre se distingue toujours par des nouvelles créations et par en tout cas une volonté d'être installée sur les tables de fête. Bien Quelles sûr. sont un peu les actualités là pour cette année ? Alors les actualités, c'est surtout la sortie de notre bûche de Noël. D'accord, donc on l'a présenté mi-septembre. Ouais. Et cette année, on a travaillé sur un chalet de Noël, inspiration un petit peu de ce qu'on peut retrouver à Megève, le chalet en bois. Aussi simple que ça. Et on a la bûche qui se glisse dedans. En fait, on a tout le décor qui est en chocolat et en guimauve, donc qui se mange complètement, qui est constitué d'1,2 kg de chocolat, d'accord. Et on a la bûche qui glisse en dessous. Et au niveau des parfums, on est resté justement, on a travaillé sur la saisonnalité. Ouais. Et on travaille la noisette, on travaille le caramel, on est vraiment sur une bûche d'inspiration dans les goûts d'un lait de poule, hein, la boisson de Noël. Donc avec un lait infusé avec de la brioche, infusé avec de la cannelle, de la vanille, un tout petit peu de rhum. Et on est vraiment sur des parfums très chaleureux. Une bûche à déguster près d'un feu de cheminée. Voilà, tout à fait. On a tout compris. Merci infiniment Étienne pour vos conseils, pour votre encouragement, parce que finalement on comprend que s'accrocher, faire des concours, se donner du mal, à la fin ça paye. La preuve. Puis c'est gratifiant, c'est comme ça qu'on s'amuse en fait. Voilà. C'est Voilà. le mot de la fin. Merci infiniment Étienne. Merci beaucoup. Au revoir.